Bien, nous allons commencer avec un retard léger mais traditionnel. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie bien sûr d'être venus assister à cette conférence. Alors, comme vous le savez peut-être, cette conférence s'inscrit dans un cadre qui est celui d'un blog internet, donc un carnet hypothèse, et vous retrouverez bientôt cette conférence et d'autres qui sont sur ce site étant l'actualité des études anciennes, vous y trouvez d'autres contenus, et il est articulé avec la revue scientifique que j'ai l'honneur de diriger, la revue des études anciennes. Donc c'est un site, l'actualité des études anciennes, qui est assez large et qui donc vise un public beaucoup plus étendu que celui du lectorat habituel des revues scientifiques. Donc nous avons la chance, le privilège même, d'accueillir pour cette conférence Alix Barbet, qui est directrice de recherche donc, au CNRS. Elle est, comme vous le savez sûrement, spécialiste de la peinture murale romaine, et elle a même créé, au fond, cette étude. Donc c'est une véritable chance de la voir ici, puisque nous allons prendre connaissance de son travail, mais aussi de la démarche qu'elle a initiée et qui aujourd'hui fait des émules. Alors je ne peux pas citer, puisqu'il nous faudrait plusieurs jours sans doute, la liste des publications d'Alix Barbet, puisque j'en compte 333, dont 31 ouvrages généraux sur la peinture murale romaine, 82 articles sur la peinture murale en Gaule. Bon, donc on voit la masse du travail accompli. Alors parmi ces dernières parutions scientifiques, on peut citer Peinture romaine de Tunisie, publiée en 2013. Et puis, il faut aussi citer le travail qu'Alix Barbet accomplit avec les éditions Ausonius, puisqu'on lui doit désormais 3 ouvrages dans la collection Ausonius Junior, donc pour les cadeaux de Noël, pour que les enfants vous détestent définitivement, vous pouvez leur acheter les ouvrages, édition Ausonius Junior, dont j'en ai pris un pour vous le montrer, qui s'appelle Conte-moi Pompéi, je crois que c'est le premier de la collection, qui est un livre particulièrement bien fait, très agréable à lire et très bien illustré. Donc vous pourrez le trouver à un prix réduit à la sortie, donc vous pourrez au moins regarder ces ouvrages et éventuellement les acheter. Alors sur le travail d'Alix Barbet, je ne vais pas dire trop, je crois qu'il faut souligner évidemment sa grande connaissance du terrain, puisqu'elle a accompli de très nombreuses missions à l'étranger, elle a dirigé et participé à de très nombreuses expositions, 36, donc en particulier l'exposition Planète à découverte en 2001, Pompéi, nature, sciences et technique. Donc ça, je crois, cette présentation rapide montre bien toute l'étendue, toute la palette des talents d'Alix Barbet. Et j'ai donc maintenant le bonheur de lui céder la parole pour cette conférence. Donc à l'issue de cette conférence, bien sûr, il y aura un petit moment d'échange avec la salle, nous pourrons discuter, dialoguer avec Alix Barbet. Et ensuite, donc, les ouvrages vous attendent, vous pouvez au moins les regarder et en profiter. Voilà, merci, bonne conférence. Merci. Bien, écoutez, merci pour ce panégyrique. Alors donc aujourd'hui, nous allons parler de la façon de recomposer et de restituer des peintures fragmentaires, la méthodologie et les principes éthiques qui doivent nous guider. Alors, la recomposition d'une peinture dépend déjà essentiellement de la façon dont les éléments fragmentaires ont été recueillis et comment la fouille a été menée. Alors, il y a 2 cas qui se présentent. Le premier, des fragments ramassés sans contexte précis, et c'est le cas des collections dans les musées, par exemple en Tunisie dont on parlait, et dans cette fouille. Et puis, deuxième cas, les fouilles archéologiques. Mais il y a aussi 2 cas différents dans les fouilles. Quand il s'agit de remblais sans contexte architectural, de déblais qui ont été jetés, et puis de peintures effondrées en place. Enfin, il y a aussi un cas qui est les fouilles de programme d'urgence, où quelquefois on ne choisit pas
de favoriser les peintures murales. Alors, voici par exemple le bassin de Mersin-et-Vaux, dans le nord de la France, au nord de Soissons, où vous avez des tonnes de fragments qui ont été jetés dans ce bassin en forme de T, que vous voyez à droite, et on a identifié 14 groupes différents de décors. Et pour la petite histoire, pour que vous sachiez le boulot que ça représente, on a quand même rempli 750 cagettes de peinture murale. Alors, autre exemple, en revanche, c'est l'effondrement sur place des enduits peints des murs de cette pièce à Nîmes, Villa Roma, qui a permis le remontage et la reconstitution d'un mur quasiment entier que vous voyez sur votre droite, avec ce personnage assis qui reste énigmatique. Alors, je me consacrerai à la recomposition et à la restitution en essayant de fixer donc des bases d'une méthodologie et des principes scientifiquement valables. Alors, d'abord, premièrement, on tente par le puzzle de recomposer au maximum les plaques en utilisant tous les indices possibles, dont on parlera, côté face et côté revers. Deuxièmement, il faut essayer de reconnaître les motifs, droite, gauche, haut, bas, puis le sens des stries du fond de la peinture, les traces d'accrochage au revers, et bien entendu, il ne faut pas se tromper de sens de lecture. Alors le sens des stries laissé par le pinceau est généralement horizontal, mais celles-ci peuvent être verticales dans les angles, par exemple, ou changer autour d'un motif complexe. Donc le sens n'est pas toujours horizontal, et voici des exemples que je vous montre. Alors, vous avez... est-ce que vous ne voulez pas qu'on coupe un petit peu la lumière? Non, ça vous va? Vous m'entendez bien? Bon, très bien. Donc vous avez à gauche l'exemple de Périgueux d'un motif de lotus qui se situe sur la bande de passage entre la zone inférieure et la zone moyenne, et vous voyez qu'il est horizontal. Et il y a bien des stries très nettes, très caractéristiques que l'on voit. En revanche, à droite, l'antilope de Carthage a un fond rouge à stries verticales. Et c'est un petit compartiment, bon, qui se peut peut-être dans un angle de paroi, ce qui expliquerait pourquoi on a peint de façon verticale au lieu de horizontale. Donc, c'est une possibilité. Alors, le système d'accrochage, révélé par des empreintes au dos des fragments, peut aider à établir un sens de lecture ou un lien entre eux. Alors, toutefois, les stries en chevron ou revers peuvent être verticales. Par exemple, c'est en bas à gauche que vous avez ces stries en épi verticales. C'est le cas le plus fréquent d'ailleurs. Mais parfois, ça peut être horizontal. Et vous avez cet exemple en bas à droite, où vous avez un système où l'axe est horizontal. Et bien entendu, il peut y avoir de simples encoches. C'est le cas en haut, à droite, qui même oblique, et puis même de sens varié, n'importe quoi, comme vous avez là-haut. Donc, vous voyez que ce n'est pas si facile que ça, et il faut être très attentif. Alors, exceptionnellement, on trouve des stries croisées, comme au revers des peintures du bassin de Nabeul que vous avez là, sur votre droite, non, en fait, en plein milieu. Je croyais que c'était une autre photo. Alors, les empreintes de moellons aussi sont très utiles. D'abord, ça permet de connaître l'architecture qui a disparu, de déterminer l'horizontalité d'un fragment ou d'une plaque peinte, et puis de révéler donc la technique de construction du mur dont il provient et qui a souvent disparu. C'est le cas à Périgueux, des empreintes de moellons. Mais vous avez aussi des empreintes de tubuli, qui donneront aussi des indications de lecture et d'identification du mur d'origine, qui provient évidemment à ce moment-là d'une pièce chaude, et dont on a retrouvé quelques tubuli cassés que vous avez en haut à droite. Et donc, il est évident que ça nous a aidé à retrouver les collages, et là c'est l'envers du panneau. Exceptionnellement, on trouve des empreintes
que je crois être des empreintes de doigts, s'il s'agit bien de cela. Alors ça a été récemment contesté, c'est un OCR, mais je ne vois absolument pas d'autres raisons qui expliqueraient. Et vous voyez, on a mis les doigts de quelqu'un, c'est vraiment très vraisemblable que ce soit des traces de doigts. Alors il y a aussi les tiges de roseau en faisceau, liées par des cordelettes, qui sont utilisées comme armature pour accrocher le mortier sur les plafonds, bien sûr, et pour créer la courbure nécessaire pour les voûtes. Et vous le voyez très bien en bas à droite, à Zliten, les peintures d'une grande voûte où on a en blanc les traces de cordelettes et les creux des roseaux. Alors que sur la gauche, vous avez des restitutions à Oplontis et à Narbonne où on vous montre comment ça se passe, ces petits blocs, ces petits faisceaux de roseaux qui sont assemblés les uns avec les autres. Alors, cette observation des empreintes de roseaux permet des remontages qui sont parfois spectaculaires. Vous voyez, ce plafond de Bolsena, c'est un candélabre avec des amours, et les amours sont placés à l'oblique par rapport aux empreintes de roseaux. Et vous avez également en dessous un archet qui est lui aussi en oblique par rapport au sens des roseaux. Et donc ces empreintes déterminent la place des fragments selon les différents axes. Si vous avez sur la droite la restitution du plafond en entier en notant très soigneusement les empreintes de roseaux, si elles sont parallèles, à angle droit ou oblique. Mais il y a aussi des latis de bois. Alors les latis de bois qui ont été utilisés, mais de façon tardive. Les exemples que je connais sont tous très tardifs, et c'est ce plafond par exemple de Trèves du IVe siècle après Jésus-Christ, qui a été d'ailleurs exposé au musée de l'évêché, qui montre ces traces très nettes. Alors, exceptionnellement, nous avons des empreintes de barres de fer au dos des fragments d'un cône peint qui provient de l'île Sainte-Marguerite. C'est l'élément en haut à gauche, les éléments qui sont noirs, c'est les traces de fer qui ont subsisté, et dessous on a matérialisé avec des bandes de carton cette armature en fer. Alors, bien entendu, elles nous ont permis de positionner les fragments et de trouver plus facilement les collages, et vous avez le résultat de la restauration sur votre droite. C'est d'ailleurs un système qui est mentionné par Vitruve, justement pour les salles chaudes des étuves, et c'est donc tout à fait intéressant, puisque c'est le seul exemple, personnellement, que je connais. Alors, parlons du corpus mental d'images et de tests de Rorschach. Parce qu'effectivement, pour la reconnaissance des motifs, qui sont souvent incomplets, il faut faire preuve d'imagination, puiser dans ce que j'appelle son corpus mental d'images, accumulé par des années de pratique. Mais toutefois, il s'agit parfois d'un véritable test de Rorschach. Et le test de Rorschach, c'est ce que font les psychologues qui l'utilisent pour examiner la personnalité de quelqu'un, les caractéristiques émotionnelles de leur patient. Alors pendant le test, on leur montre des images de taches d'encre et ils doivent en donner une lecture. Alors, à la fin du test, les réponses sont analysées et évaluées. Alors, c'est un test d'ailleurs qui est désormais contesté et peu utilisé. Alors pour nous, archéologues, en revanche, leur façon d'interpréter un motif incomplet et non pas une tache d'encre, évidemment, comme dans le test de Rorschach, peut révéler une préférence pour tel ou tel type de motif et révèle certains aspects de notre personnalité. Alors ici, vous avez un essaim de plusieurs milliers d'étourneaux, en bas, à droite, qui me font penser à une image précise. Alors je ne vais pas vous dire quoi, vous réfléchissez de votre côté, et nous verrons à la fin de ce cours si nous avons imaginé la même chose. Alors, la lecture, par exemple, de cette peinture, qui est partiellement recomposée, du Fanum de Saint-Germain-d'Esteuil, est l'illustration d'un tel test. Alors, avant le nettoyage, nous avions pensé à la figure d'Héraclès, avec sa massue.
Et cette hypothèse, évidemment, avait excité les fouilleurs du site, faisant penser à un éventuel sanctuaire dédié à ce dieu. En fait, après nettoyage, la tête chevelue d'un personnage à l'arrière-plan que vous devez voir, à droite, est devenue évidente. Et d'autres derrière, et encore une autre à gauche. Et vous voyez, j'ai fait le dessin sur la droite, où on voit effectivement une foule de personnages derrière celui du premier plan. Donc, exit Héraclès. Alors là, on avait un fragment isolé de Périgueux qui nous a fait croire, j'ai dit nous parce que j'ose pas dire que c'est moi, j'ai cru que c'était le ventre avec nombril d'une femme nue, et c'était un bon test de Rorschach, parce que j'ai proposé d'y voir une Vénus à une Néréide, et je vous donne un modèle, par exemple, la Vénus à la coquille de Pompéi. Eh ben non. En fait, il s'agit du téton de la poitrine bronzée d'un gladiateur. Comme le fragment de bras, avec un ruban noué autour, comme vous voyez en bas à droite, le collage qui a été trouvé après coup, nous l'a fait donc reconnaître, et par comparaison d'ailleurs avec un autre gladiateur de la même cité de Périgueux, en haut à gauche, qui a le même ruban sur le bras. Et d'ailleurs, vous voyez en bas à gauche, vous avez le torse nu d'homme de Bolsena, avec le téton bien visible. Donc des gladiateurs et pas Vénus, malheureusement. Alors donc, des règles importantes. 1. Nettoyer soigneusement la surface pour une lecture plus claire. Et à ce moment-là, Héraclès et sa massue disparaissent. Chercher des collages au maximum. Alors là, Vénus disparaît, c'est un gladiateur. Et puis travailler en équipe, pas seul, pour avoir plusieurs points de vue sur la lecture d'une image. Et puis surtout, ne pas s'entêter dans une identification qui est critiquée par d'autres observateurs et bien considérer celle des autres. Voilà. Alors, je vous ai mis la photo d'un colloque de l'AIPMA, l'Association internationale de peinture murale antique, qui montre de nombreuses personnes de plusieurs équipes et comme quoi on travaille en équipe. Alors voilà le cas d'un plafond de Stabi, où vous avez 2 personnes qui travaillent et d'autres qui sont venues voir. On a réussi à restituer des figures que vous avez sur notre droite, et même on a tenté une petite aquarelle de restitution, mais comme les fragments unis, jaunes, n'avaient pas été collectés, et ça c'est le problème des fouilleurs, on n'avait pas les liens des motifs clés les uns par rapport aux autres, et on n'a pas pu recomposer le plafond en entier. Et si on l'avait fait, on aurait fait des choses qui étaient, du point de vue scientifique, contestables. Alors, voilà un cas très intéressant. La lecture et l'interprétation de fragments avec des angles saillants et rentrants, qui heureusement fait des progrès grâce aux travaux récents de nos collègues, notamment des collègues suisses, parce qu'à Chartres, on avait des angles de compartiment aigus et d'autres saillants, et on les avait interprétés comme une montée d'escalier. Alors ça a étonné beaucoup de fouillards parce qu'il n'avait pas d'escalier sur son plan. Mais je dis oui, mais l'escalier, il pouvait être en bois, et à ce moment-là, il y avait un étage. Donc vous voyez, on imagine plein de choses. Eh bien non. Il s'agissait en fait des embrasures très profondes d'une fenêtre que vous avez située sur la gauche. Et là, on y a pensé grâce à nos amis suisses qui, eux, avaient plus d'éléments et qui avaient pu reconstituer une vraie fenêtre. Alors donc, vous voyez que ce travail de lecture repose aussi sur le corpus du répertoire de la peinture antique que possède mentalement l'observateur, et c'est ce qu'on peut appeler donc un corpus mental d'images, comme je le disais, qui peut être influencé donc par l'imaginaire de cet observateur, donc test de Rorschach dont on a parlé. Alors par exemple, voilà les 3 grâces de Carthage, photographiées par une de mes collègues qui n'avait pas compris qu'il s'agissait des grâces. Et elles sont devenues évidentes lorsque j'ai repéré 2 fragments, c'est le numéro 1, de figures féminines nues, l'une de dos, l'autre de face, qui étaient enlacées. Et donc la comparaison avec des peintures ou des mosaïques d'Ostie et de Pompéi permet de compléter ces manques. Et il est certain que si je ne vous avais pas montré les images, peut-être que vous n'auriez pas compris de quoi il s'agissait. Donc l'importance de ces références, pour des sujets heureusement connus, nécessite cependant plusieurs essais pour parvenir à une restitution satisfaisante. On a envoyé un premier essai ici en bas à gauche, sans tête, et puis on a fait un deuxième essai en superposant avec la mosaïque de Pompéi, de la maison d'Apollon, et enfin
en bas, à droite, vous avez la restitution finale qui vous montre donc un tableau quasiment carré avec ces 3 grâces. Alors les 3 grâces, comme vous le savez sûrement, sont des superstars. Elles ont traversé les siècles. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en bas à gauche, vous avez un tableau de Raphaël. Ce qui veut dire que déjà, à l'époque de Raphaël, on devait connaître une peinture antique. Et ça, personne ne le dit, personne ne le sait. Bien sûr, Rubens, alors lui, c'est des formes généreuses, bien entendu. Canova a fait une sculpture, et puis David Hamilton a fait de la publicité. Alors parfois, la référence recherchée nous échappe, ou nous trouvons plusieurs solutions. Et là, vous avez le droit de me donner votre opinion sur cette question. Par exemple, ce personnage de Rochlore au musée des Halles. Alors, est-ce qu'il est allongé et blessé, comme l'Adonis ou le Pyrame de la maison d'Anosis blessé que je vous ai mis en bas, à droite et à gauche? Mais vous voyez qu'il n'a pas de trace de blessure. Mais il est mis quand même sur un drapé violet. Donc je crois qu'il est allongé. Or, ma collègue de Toulouse a proposé de le voir debout, comme l'un des 2 personnages qui prennent la pose, jambes croisées. Elle a proposé ceci dans le catalogue de l'exposition L'Empire de la couleur, qui a été présenté à Toulouse lors de un de nos derniers colloques de la FPMA, de l'Association française de peinture murale antique, il y a 2-3 ans. Donc, moi, j'y crois pas. Je préfère le voir allongé, mais bon, c'est à discuter. Alors, compléter une image, donc, c'est quand même nécessaire pour rendre intelligible le message qu'il a voulu, que le peintre a voulu transmettre. Par exemple, à Aix-en-Provence, c'est un banal cantar, mais vous voyez qu'il cache un brin de feuillage derrière le pied, en bas à gauche. Alors, on pense tout de suite à une branche de laurier, et donc à un vase agonistique, c'est-à-dire à un vase remis comme prix au vainqueur d'une épreuve sportive. Comme on a d'innombrables exemples qui nous y invitent. Je vous ai montré en haut, à droite, un exemple provenant de Stabi. Alors, finalement, on n'a pas complété sur le panneau cet élément de branche de laurier, mais on peut très bien l'indiquer sur un cartel à côté, et puis enlever le cartel si finalement on s'est trompé. Mais je crois qu'il n'y a pas de doute sur la question. Alors parfois, nous ne voyons pas le détail qui permettrait de compléter une figure. Et ça, c'est le cas de cet amour de Vaison-la-Romaine, qu'on avait pris d'abord pour une jeune femme, déployant une draperie. Et voici la restauration que nous avons faite à gauche, là. Imaginez que c'était une draperie qu'elle tenait dans ses bras. Et en fait, il y a un sexe masculin. Il est tout petit, mais il est bien visible. Et malgré les fesses voluptueuses, le teint clair, eh ben, je crois bien que c'est un amour en train de tirer une flèche de son carquois, placé dans son dos, qu'il faut voir. Alors, à Vaison, étant donné notre système de restauration, on a ressablé le panneau, donc on ne voit plus de draperie, et sur le cartel, on a proposé de voir un petit amour avec ses flèches. Donc, en tout cas, étant donné que je suis coupable de cette affaire, une fois de plus, j'ai été abusée par mon imaginaire. Alors, sur ce cortège de Chartres, il y a des détails qui permettent de compléter l'essai de restitution minimaliste qui avait été proposé sur le panneau restauré, c'est-à-dire ces figures que vous voyez, ces silhouettes sombres, deux figurines qui s'approchent d'un personnage qui est assis sur une tribune. En fait, il y a bien 2 autres personnages derrière qui déroulent chacun un volumen au premier plan. On voit, si vous regardez bien, le bas de leurs vêtements et même le pied de celui du deuxième. Et donc, on ne peut pas le confondre. C'est donc très intéressant de voir qu'on peut évoluer dans l'interprétation de ces peintures. Alors évidemment, les relevés graphiques sont indispensables. Par exemple, ça c'est une chose que j'ai inventée, j'ai remplacé le calque papier qui était trop opaque par des rouleaux de plastique transparent et de feutre alcool, après avoir vu un architecte copier
sur un plastique un peu sale et un gros feutre noir le contour d'une mosaïque. Et donc j'ai eu l'idée de faire ça pour les peintures et c'est ce que vous voyez en bas à gauche. Alors l'intérêt du relevé manuel sur la fouille en premier lieu est évident parce que cette plaque de Soissons a pu être remontée, vous avez à droite, sans perte de fragments, notamment vous voyez le rinceau que l'on voit parfaitement. Alors le relevé sur plastique donc permet de détecter des détails quasiment invisibles et qui ne sont même pas visibles sur photo. C'est une méthode qui oblige en plus l'observateur à choisir une ligne, il ne peut pas rester le doigt en l'air, à délimiter un motif, donc à prendre parti. Et évidemment il doit signer son relevé pour qu'on puisse identifier qui a fait quoi. Alors voici en haut à droite le tableau des conventions graphiques auquel chacun d'ailleurs peut se référer si vous en avez besoin. C'est le bulletin de liaison du Centre d'études des peintures murales romaines, numéro 10, en page 13, qu'on peut trouver sur HAL, le système HAL. Alors les clichés, donc, il faut les faire d'abord en lumière du jour, ou artificielle si on ne peut pas faire autrement, avec une mire, mais je tiens à souligner l'importance des clichés en lumière rasante pour révéler des détails insoupçonnés qui aident parfois des assemblages. Ici, c'est très intéressant parce que ça révèle la façon de peindre cette jeune femme sur ce tombeau à Silistra. Alors, est-ce qu'il faudrait éliminer désormais les clichés en noir et blanc? Question. Utiliser uniquement la couleur? Alors, bon. Alors, je serais réservé sur la méthode de cliché automatique sur photocopieuse qui a été essayée récemment par une collègue, je ne dirai pas qui, elle est là. Outre qu'elle est impossible pour des plaques trop grandes, elle exclut évidemment toute lumière latérale qui peut être utile pour déceler des détails. Alors évidemment, ça peut être quand même intéressant à utiliser. Alors, bien entendu, il peut y avoir aussi l'utilisation de photos en UV-fluorescence. Alors là, c'est tout à fait intéressant pour révéler des pigments qui sont illisibles ou déceler des repeints. Alors, c'est ce que j'avais fait pour des statues assises en tailleur de robe pertuse, où j'avais pu montrer qu'ils étaient habillés, ce que personne n'avait vu jusque-là. Mais bien entendu, pour faire ces photos, il faut une formation spécifique. Alors, donc, disais-je, la lumière rasante permet de repeindre donc des traces infimes, des cercles gravés au compas, par exemple, en bas à Périgueux. Une mise en place de repères au moyen d'encoches que vous voyez à droite sur la bande rouge qui borde ce plafond. Et puis un quadrillage de lignes peintes. Donc c'est quelque chose d'important qui permet donc de bien repérer la façon de peindre et le style de la peinture. Il y a aussi des tracés à la cordelette qui sont utilisés de préférence pour des surfaces planes où l'on peut claquer la cordelette d'un point à un autre, alors que le tracé gravé, lui, peut épouser évidemment la courbe d'une paroi. Alors là, vous avez un petit exemple à droite sur le cône de l'île Sainte-Marguerite, qui nous a d'ailleurs aidé pour la restitution, où les torts de la cordelette, vous voyez, sont bien visibles et qui sont imprimés dans l'enduit, donc ils ont été faits alors que le mortier était frais. Donc on a affaire à la fresque. Alors parfois la cordelette est enduite de couleur et alors elle laisse une série de taches qui guident le peintre et accessoirement évidemment l'archéologue qui cherche à raccorder les fragments d'un décor. Et là c'est un exemple du tombeau de Cazenlac, 4e siècle avant Jésus-Christ, où on a utilisé à la fois le tracé gravé et le tracé à la cordelette, et là on s'agit bien également de fresques. Et à Alexandrie, l'exemple pour tracer ce décor à réseau, à Moellon. Alors on repère parfois, alors c'est très intéressant, des traces de doigts, ce qui implique évidemment un travail sur mortier frais là encore, c'est-à-dire lors de l'exécution de la fresque. C'est le tombeau de Silistra qui montre ça, daté du IVe siècle après Jésus-Christ. Vous voyez sur la tête du personnage, à gauche, vous avez des empreintes de 5 doigts. Et de même, au bord du caisson, vous avez là, à plusieurs endroits, des traces de doigts du peintre. Alors, autre trace sur mortier frais, alors accidentelle.
Là, c'est le vêtement de l'artisan, à Lisieux. Ou encore cette série d'impacts, alors d'un outil qui laisse des demi-cercles. Alors, dans un premier temps, nous allions interpréter ces traces comme celles d'un ongle. En fait, non. Il s'agit de l'empreinte d'une baguette, posée sur l'enduit comme appui-main, pour peindre sans bouger un motif compliqué. Et donc, l'exécutant le fait sans trembler, en déplaçant la baguette au fur et à mesure. C'était peut-être une baguette de roseau, puisque l'empreinte est semi-circulaire. Et on ne trouve ces traces qu'au-dessous de sujets figurés complexes, comme ici, à Périgueux, sous cette panthère osselée. Alors, assez souvent, on trouve des graffitis sur les peintures. Et ils sont évidemment très précieux, car ils nous donnent le sens de lecture du fragment, mais parfois, ils nous fournissent une date. Et c'est le cas de ce graffiti de Glanum, dans la maison de Sulla, où un certain Teusser écrit qu'il est passé là, sous le consulat de Cneius Domitius et de Caius Socius, c'est-à-dire en 32 avant Jésus-Christ. Alors évidemment, la peinture est antérieure à cette date, et d'ailleurs elle correspond à un deuxième style pompéien typique des années 50-40 avant Jésus-Christ. Alors ils sont très précieux, nous l'avons dit, pour donner le sens de lecture du fragment, à condition de ne pas prendre des chiffres pour des lettres, et vice-versa. Alors c'est l'exemple de Bolsena, où on a un compte, alors vous pouvez regarder en bas à gauche, en X denarios, C centum, est rétabli par notre collègue ici présent, Jean-Pierre Bosse. On s'était trompé, on avait vu ça à l'envers, étant analphabète comme beaucoup d'archéologues. Alors donc, sur la fiche que vous avez à côté, qui est tirée de ma base de données, dont on parlera tout à l'heure, on a rétabli, évidemment, la lecture correcte. Alors, le piquetage régulier d'encoche sur la surface d'une peinture indique évidemment qu'une deuxième couche avait été appliquée sur celle-ci, de mortier et de peinture, et qu'elle est tombée. Et donc, elle laisse réapparaître le premier décor. Et c'est le cas ici à Carthage, de cette peinture d'Hortus conclusus, c'est-à-dire de jardin enclos, qui est typique du troisième style pompéien, et donc qui pourrait être assez ancienne. Ce serait une des peintures les plus anciennes de Tunisie. Alors, résumons-nous. Les reconstitutions et les restitutions ne sont possibles que si l'on a pris soin de nourrir son corpus mental d'images, avons-nous dit. Et donc il faut bien distinguer la reconstitution, qui est une mise en image du remontage effectif des fragments de peinture réelle, et évidemment, pour être crédible, une reconstitution fait apparaître les vrais fragments, sans restituer les manques et sans faux collage. Alors, la restitution, en revanche, elle complète un motif par hypothèse. Je vous en ai montré plusieurs. Les lignes directrices restituées, elles, sont clairement indiquées, et donc chacun peut faire la part de l'existant du restitué, à partir du moment où les vrais fragments sont inclus dans le schéma restitué. Et ce que je vous dis, ça vous paraît peut-être évident, mais c'est quelquevefois une étape qui n'est pas respectée par certains collègues. Alors voilà un exemple du fanum de Campherus à Loubers. Vous voyez que vous avez une petite colonnette à gauche, sur le fragment qui est à gauche, de cette jeune femme qui tient des cymbales. Donc, on peut s'autoriser à en placer une en symétrie, à droite, et donc on a la largeur de ce panneau. Et de même pour l'autre figure qui est moins complète, dont la silhouette peut être ébauchée, mais seulement ébauchée. Et donc là, on a affaire à des restitutions, mais elles sont minimales. Donc, si vous voulez bien, une règle absolue est à maintenir, à savoir toujours bien distinguer le vrai du supposé en faisant clairement apparaître les contours des vrais fragments par rapport au dessin d'ensemble. Utilisez tous les fragments clés à disposition. Sinon, signalez ceux qui n'entrent pas dans la proposition. Et ça, nous avons vu ça lors d'un colloque, c'était très sympathique, de novices, qui ont mis à côté les fragments qu'ils n'avaient pas réussi à caser pour nous demander notre opinion. Et évidemment, plus
il y a de fragments clés non utilisés, et bien, moins la restitution sera fiable. Il faut garder les épaisseurs de mortier qui débordent, au lieu de les supprimer, notamment sur les illustrations, parce qu'elles nous donnent non seulement de la matière, mais elle empêche les faux collages, donc l'imaginer d'autres choses, et au contraire, elle explicite certains assemblages, et on va le voir tout à l'heure. Et enfin, très important, ne pas mettre son orgueil ou son amour-propre dans une restitution, sous peine d'être incapable de la réaliser éventuellement. Et ça, c'est valable pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'archéologues. Alors voilà un exemple de restitution. Ça, c'est des cornes de bovidés qui sont à peine visibles de dessin en haut à gauche. Elles sont bien accrochées à une guirlande et elles sont interprétées comme celles d'un bucrane. Alors, je n'ai pas voulu, par pitié, de mettre la publication qui avait été faite de ces pauvres cornes qu'elles étaient à l'envers, puisqu'on n'avait pas vu qu'il s'agissait de cette restitution, donc qui est nouvelle ici, que je propose, qui utilise tous les fragments à disposition, et ce qui n'avait donc pas été fait dans un essai antérieur. Alors, bien entendu, on a des comparaisons nombreuses, et qui nous viennent à l'esprit, comme cet exemple de la villa de Publius Fannius Instor de Boscoreale, à droite, où vous voyez ce superbe bucrane avec cette guirlande de part et d'autre. Ou alors ce sarcophage d'époque augustienne de Berlin, en bas à gauche. Alors, voilà un simple fragment de lévrier qui porte un collier et qui est surmonté d'un sabot de cheval. Ah, sabot de cheval, ça m'a tout de suite mis sur la piste d'une scène de chasse à cheval. Parce que dans mon corpus mental d'images, j'avais beaucoup de mosaïques d'Afrique du Nord, ou des lévriers pour chasse des renards ou des lièvres devant leur maître à cheval. Et voici un exemple provenant d'une mosaïque d'Oudna, où le lévrier porte le nom de Mustela, ou cet autre de Conway El Hadjet, où ce sont deux lévriers aux trousses de deux lièvres avec le maître à cheval qui est derrière. Et évidemment, ce qui m'a guidée, c'est non seulement le sabot de cheval, mais aussi le fait que le lévrier porte un collier. Alors donc, l'échelle même de la tête du lévrier, qui est assez importante, autorise la restitution d'une scène de grande ampleur, de 2 mètres de long, au minimum, pour 1,50 m de haut. D'ailleurs, il pouvait y avoir plusieurs chasseurs, évidemment, comme sur les mosaïques que je vous ai montrées, mais bien sûr, je me suis abstenue d'inventer ce qui n'est pas prouvé par des fragments. Ce qui est important, c'est qu'à l'origine, ce fragment, on avait pensé qu'il appartenait à un plafond, mais il a vu l'ampleur de la scène, il s'agit d'un décor de parois. Autre exemple, toujours pris à Carthage. Vous voyez, à gauche, les deux fragments, ils se recollent par le mortier, donc il fallait bien garder le mortier. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit un personnage torse nu, bronzé, qui porte un pantalon. Derrière lui, il y a quelque chose où j'ai reconnu un soldat romain. En dessous, il y a un épi d'édicule avec le départ d'un fronton. Donc, je me suis basé sur des comparaisons avec des sculptures de captifs bras liés et agenouillés, comme celui de notre peinture. Alors, on ajoute le soldat romain derrière le dos du captif, qui lui tient la cheveux, et puis une architecture fictive qu'on peut restituer par symétrie, ce qui me donne la largeur de l'ensemble qui faisait 31 cm, c'est-à-dire un pied romain. Donc, la symétrie est toujours très importante. Elle joue un rôle, toujours dans la structure du décor. Et sur ces éléments de Carthage, par exemple, au lieu d'une distribution de fragments en croix ou en ligne qui a été proposée par celui qui a publié la peinture en haut à gauche, proposé donc, il s'agit vraisemblablement d'un candélabre à volutes et palmettes sur une bande de séparation entre deux panneaux et couronné par deux cervidés au sommet que j'ai restitués. Donc là, vous voyez l'importance du corpus mental d'images pour proposer quelque chose qui soit valable. Alors maintenant, il y a un problème de règle de proportion. Alors on a essayé, j'ai essayé, de donner un ordre de grandeur. Très souvent, on remarque que les panneaux de zone moyenne présentent 2 unités en largeur
pour 3 en hauteur. Mais toutefois, cette observation est valable pour des décors jusqu'au début du IIe siècle après Jésus-Christ, mais ce n'est pas une règle intangible. Par exemple, sur une même paroi, et c'est le cas en bas à droite, selon l'espace disponible, les panneaux n'ont pas tous la même largeur. C'est le cas de Périgueux, où vous voyez qu'il y a le panneau de gauche qui est plus large que les 2 panneaux qui suivent. Celui qui suit au milieu, on est sûr de sa largeur à cause de la présence de ce tableautin. Et en revanche, après le IIe siècle, on remarque souvent des panneaux plus étroits, qui suivent la règle, en revanche, d'une unité en largeur pour 2 en hauteur. C'est le cas de Charleville-Mézières, en bas, à gauche. Alors évidemment, lorsqu'on ignore la taille réelle d'un compartiment, d'un panneau, il faut l'indiquer en interrompant les traits qui les structurent. Et certains hésitent à le faire, car d'un point de vue esthétique, ils trouvent que c'est pas beau, surtout lorsqu'il s'agit d'une restitution en couleur, où l'interruption semble inadéquate. Or, je suis désolée, mais j'ai énormément de collègues qui font ce genre de restitution et qui ne suivent pas cette règle, et moi, ça me gêne énormément parce que ça donne une idée fausse du décor, parce que c'est un gage de scrupule scientifique. Alors, j'aimerais quand même aborder justement ce problème, qui est le problème des évocations. Alors, il faut, à mon avis, éviter d'introduire des personnages humains qui sont censés donner une échelle et un côté un peu humain, parce que la taille des Romains est très variable selon les régions de l'Empire. Par exemple, à Herculanum, d'après l'étude effectuée sur les 250 squelettes retrouvés dans les hangars à bateaux, la taille varie de 1,50 m à 1,66 m. Les femmes entre 1,50 m et 1,56 m, donc la moyenne c'est 1,53 m, c'est d'ailleurs ma taille, et les hommes c'est entre 1,60 m et 1,66 m. Alors, à Charleville-Mézières, c'est superbe ce qu'ils ont fait. Ils projettent la restitution complète sur la peinture fragmentaire avec des silhouettes. Et vous avez une silhouette humaine, ici. Il mesure 1,80 m. Alors je me suis mise à côté, et vous voyez, la différence de taille. Moi j'ai la taille d'une pompéienne de l'Antiquité. Hein. Alors, le personnage à gauche, sur la restitution de Chartres par exemple, mesure environ 1,75 m. Alors, est-ce que c'était le cas des Gallo-Romains de Chartres? J'en sais rien. Donc, à mon avis, il vaut mieux se contenter d'une échelle métrique, comme on l'a mise là, même si cela est moins évocateur. Alors, voilà l'évocation d'une fontaine à Zeugma, qui a été faite à partir d'un travail précis de restitution. Les zones inférieures et moyennes étaient en place, vous les avez là, et les fragments effondrés des taches ont pu habiller les niches disparues grâce à leurs empreintes de briques au revers et à leur profil qui était plat ou courbe. Donc vous avez la restitution qui est proposée à partir d'éléments réels de la fontaine, et à droite vous avez une évocation qui évoque l'architecture et celle du péristyle qui avait disparu. Donc à la rigueur, on peut ne pas mettre les vrais fragments à condition de mettre l'autre image à côté pour qu'on puisse juger de la pertinence de l'évocation que l'on propose. Alors là, je vous montre un exemple qui est emprunté à une exposition à Lyon qui donnait l'idée d'un décor de la fin du IIIe siècle pompéien dans son architecture sur une partie du péristyle, c'est la maison des Masques de la rue des Farges vers 40 après Jésus-Christ. C'est juste pour présenter le début d'une exposition. Maintenant, problème de restauration. Alors, restauration n'est pas raison, j'écris. Autrement dit, la restauration n'est pas toujours exacte, parce que le restaurateur n'est pas archéologue, et s'il n'est pas guidé par un spécialiste de la peinture murale, il peut faire des erreurs. C'est le cas, par exemple, ici, de fragments qui ont été inclus, et puis alors, on ne peut pas juger si les collages sont bons, étant donné qu'on ne peut pas examiner la tranche ou le revers des fragments et remettre en cause, évidemment, le bien fondé de l'assemblage proposé. Voilà cet exemple de Roclore, où vous avez une plaque qui est placée à l'horizontale, à gauche, en bas, ici, à gauche. En fait, elle a été placée à l'horizontale, mais il s'agit d'un élément d'architecture en trompe-l'œil, à placer à la verticale. Vous voyez, je l'ai placé à la verticale. On reconnaît un pilastre à la rainure décorée de cœurs et points.
une corniche à denticules avec des dauphins plongeants en guise de console. Donc vous voyez, c'est tout à fait différent. Et d'ailleurs, les peintures de Roclore, il est question de refaire la restauration et de tout redémonter pour faire un remontage qui soit valable. Alors, de la même façon, à Alexandrie, des fragments de peinture de Lysium de Sérapis, vous voyez, ont été placés un peu au hasard sur un panneau. Alors, moi j'ai reconnu l'angle d'un édifice et des consoles en forme de dauphin plongeant, surmontées d'une corniche d'œuvre et de fer de lance, ce petit dessin que j'ai fait donc à droite, ce qui nous fournit un indice sur une restitution possible, mais évidemment limitée à ces deux éléments. Alors je ne vais pas continuer à faire le travail parce qu'on m'en a interdit, étant donné que je ne suis pas égyptologue. Mais il s'agit pourtant d'une peinture romaine. En revanche, la restauration de cette belle figure de muse de la rue des Farges à Lyon met bien en valeur ce qui en reste. Et là, on n'a pas cherché à restituer l'épaule, ni le bas du visage qui manque. Alors, évidemment, il convient évidemment aussi de ne pas négliger les documents d'archives qui peuvent faire ressurgir des peintures disparues ou apporter des renseignements essentiels qui ont subsisté sur les peintures fragmentaires. Alors, c'est le cas de cette Sélénée d'Acola, avec ce croissant de lune, qui a été restaurée, mais où une photo d'archive qui m'a été gentiment donnée révèle qu'elle tenait en main, en fait, si vous regardez bien, la main, elle tient un voile au-dessus de sa tête qui n'a pas été pris en compte, ainsi que l'autre fragment, dans le panneau restauré. Évidemment, on ignore l'ampleur de la scène disparue, mais à partir du moment où il y a une main, il n'y avait pas qu'un seul visage, il devait y avoir un personnage complet. Et alors, si on compare avec des peintures et des mosaïques qui présentent cette scène complète, on a évidemment Endymion, endormi, qui est visité donc, par Sélénée, qui s'approche du jeune homme. Alors à gauche, sur une peinture de Pompéi, elle tient son voile, comme sur le fragment d'Acola, alors qu'à droite, sur la mosaïque de Elgem, elle tend la main. Alors bien entendu, ces images ne nous autorisent pas à proposer une restitution et donc une évocation d'un tableau complet. Beaucoup trop d'éléments nous manquent, mais enfin, on peut dire qu'il y avait peut-être une scène plus importante. En tout cas, il faut savoir ne pas aller trop loin dans les hypothèses. Alors, un autre exemple de l'utilité des photos d'archives, qui est illustré par un panneau restauré qui comporte plusieurs têtes de femmes, qui provient de Tina, en haut, à gauche, restauré au musée. Et en agrandissant un détail du cliché en bas à gauche, qui avait été pris au moment de la fouille, eh bien, j'ai repéré une aigrette sur les cheveux d'une des têtes. Je ne sais pas si vous voyez l'aigrette. Et donc, il s'agit d'une muse. Alors, c'est très intéressant, parce qu'on va pouvoir les comparer, ces muses, à celles qui ornent, par exemple, le centre des panneaux dans une maison des fêtes. Je vous ai donné un exemple à droite. On en a à Pompéi, on en a à Ostie, et puis je vous ai mis un détail, donc celle de Pompéi, où la muse Erato tient un instrument de musique à cordes, comme d'ailleurs la petite figure de Carthage au milieu, là, dont le découvreur avait cru qu'il s'agissait d'Isis, parce qu'il avait pris l'aigrette pour une fleur de lotus. Donc vous voyez l'importance du corpus mental d'images de l'opérateur pour reconnaître un schéma et bien observer et même manipuler les photos, surtout les photos en noir et blanc, dont on peut disposer d'après les archives anciennes. Alors, par ailleurs, il ne faut pas négliger l'aide que peuvent nous apporter les bases de données pour trouver des comparaisons et enrichir nos compositions et nos restitutions. Alors voilà, je vous montre l'exemple de ma base de données, décor antique, qui vient d'être complètement modifiée et enrichie et que vous pouvez consulter. Elle contient quand même 5814 images et à terme, si je trouve quelques sous, elle devra en compter 12 000 de 32 pays différents. Et donc c'est assez important. Alors, si je l'interroge, pour certains des thèmes que nous avons reconnus, après un peu de tâtonnement, comme vous avez vu,
Voilà le tableau suivant qui nous informe. D'abord, les gladiateurs. Eh bien, si je mets gladiateurs sur ma base, j'ai 24 occurrences, dont ce superbe exemple de Pompéi, Pompe 00231, qui provient du célèbre combat du tombeau de Vestorius Priscus à Pompéi, qui date de 70-71 après Jésus-Christ. Et vous voyez très très bien le téton du gladiateur. Par ailleurs, j'ai tapé fenêtre. 69 occurrences. Donc cet exemple que je vous mets de Gorsium, c'est-à-dire c'est un site en Hongrie qui provient, lui, d'une maison sous la basilique majeure et qui est de la première moitié du IIe siècle. Et vous voyez que ces fenêtres sont soulignées de bandes rouges qui ressemblent tout à fait à la fenêtre que je vous ai montrée tout à l'heure de Chartres. Puis, vous avez à nouveau les Trois Grâces. Alors là, ça, c'est un inédit que j'ai pu voir dans une collection suisse d'un certain monsieur Ortis, donc c'est Ortis 0023. On n'a pas l'origine. Je pense que la peinture a été trafiquée, il y a des choses un peu bizarres, mais il y a quand même une évidence, il s'agit bien des Trois Grâces. Et enfin, en bas, à droite, j'avais tapé Bucrane, j'ai eu 20 occurrences. Alors il y en avait de Kazanlak, il y en avait d'ailleurs, et puis je vous ai mis l'exemple de Nicopolis à Distrum, en Bulgarie, des stucs du IIe siècle après Jésus-Christ, où vous voyez très bien le Bucrane avec les guirlandes sur une corniche à denticule. Alors pour terminer, voici l'image à laquelle j'ai tout de suite pensé en voyant cet essaim des tourneaux. Alors qu'est-ce que vous avez vu? Qui est-ce qui veut prendre la parole? Voilà, c'est ce que j'ai mis, et je vous l'ai mis sur l'image qui est à côté, c'est un pan, comme celui de cette voûte de Pompéi, heureusement photographiée par moi sur place, parce que la peinture a été volée, achetée par un collectionneur qui l'a exposée à Jérusalem. Et elle se trouve sur ma base de données si vous cherchez. Donc vous voyez, c'est tout à fait évident que c'est un pan. Donc en conclusion, je vous mettrai en garde contre la mode des évocations idéales en 3D qui sont souvent demandées aux archéologues, mais surtout, ne bridez pas votre imagination. Il est indispensable, bien entendu, de distinguer la reconstitution effective de l'évocation idéale. Et donc, c'est très important d'établir des principes de base parce que cela contribue à l'élaboration d'une déontologie nécessaire dans ce nouveau secteur de la recherche qui est confronté à une demande accrue, notamment des médias qui veulent toujours qu'on leur trouve des choses attractives. Si la reconstitution et la restitution appuient sur des données réelles, l'évocation, elle, joue effectivement sur la vraisemblance plutôt que sur le vrai. Et toutefois, je pense que des principes clairs sur la rigueur de la démarche doivent être énoncés, sous peine de décrédibiliser les tentatives d'habiller une architecture avec son décor disparu, si on vous le demande. Et dans des cas extrêmes, d'absence de tout témoin du décor d'origine, à mon avis, personnellement, je m'interroge sur le bien fondé des tentatives qu'on voit se multiplier pour restituer une réalité qui ne serait, à mon avis, qu'un leurre. Je vous remercie. Alors maintenant, c'est à vous de me faire parler de votre corpus mental d'images et de ce que vous pensez de cette conférence que vous vouliez. Il y a donc un micro qui va circuler, si vous voulez poser la question, ce sera plus simple pour son confort d'écoute. Alors comme peut-être la première question est difficile, je propose qu'on passe directement à la deuxième, comme ça vraiment, ça peut être plus simple. Une question de néophyte. Moi j'ai bien compris ce que vous expliquiez sur reconstitution et restitution, mais je ne vois pas en quoi ça se distingue ensuite, restitution et évocation. L'évocation, à ce moment-là, on fait un saut dans l'inconnu. On propose du vraisemblable. Par exemple, j'aurais proposé pour Séléné et Endymion, j'aurais eu un très grand plaisir de mettre un bel effet nu à côté d'une Sélénée que j'aurais recomposée. Ça, c'est une évocation. Merci. D'accord?
Une autre question, remarque? Et c'est énormément ce que nous demandent actuellement les médias quand on peut parler, ils veulent absolument du complet, du tout fait. Profitez-en. D'autres questions? N'hésitez pas, hein. Sans amour propre et sans orgueil. Moi j'en ai une alors. Vous pensez qu'il faut à peu près combien d'années pour se constituer ce corpus mental que vous avez évoqué? Parce qu'on voit très bien qu'il y a une forme de familiarité qui est nécessaire pour jongler au-delà même de la base de données, qui est vraiment un outil remarquable, mais il y a quand même aussi votre pratique à vous. Donc, à votre avis, il faut combien d'années pour véritablement pouvoir parler de corpus? Hélène, d'après toi, qui est encore un peu novice, tu penses quoi? Non, mais le corpus, vous le créez. Vous le créez déjà, votre corpus, dans vos études, hein, parce qu'il n'y a pas, enfin, personnellement, je pense qu'il n'y a pas que la peinture qui alimente le corpus. Vous êtes en histoire de l'art et archéologie, donc déjà, même avec la peinture moderne, ce que nous avons montré à Alix avec les Rubens, c'est un aboutissement, donc vous avez déjà ce corpus, vous faites une marche arrière par rapport à la peinture moderne, contemporaine et tout, donc Alors je crois que ce qui est important, c'est quand même d'aller voir des peintures complètes. Donc évidemment aller à Rome, à Pompéi, voir des murs entiers, des parois et des pièces entières, parce que c'est un peu dur d'être confronté qu'avec des petits bouts de fragments, bien entendu. Et puis bien sûr regarder des images, regarder ce que font les autres, et puis comme je vous dis, travailler en équipe. Et c'est ce qui se passe au centre que j'ai créé à Soissons, où ils sont plusieurs, puis il y a quelqu'un qui arrive, mais non, tu te trompes, regarde, prends-le comme ça, tac, et ça colle. Donc il y a, comment dirais-je, l'expérience de chacun. Maintenant, je ne peux pas dire en combien d'années on peut, ça dépend, si la personne en question est un visuel ou pas. Il faut rappeler que tu es photographe. Hein. Comment? Il faut rappeler que tu es photographe. Oui, je voulais être photographe. Quand j'avais 18 ans, j'avais gagné un concours photo, et puis mes parents m'ont dit « Non, tu es capable de faire des études. » Alors bon, donc j'ai fait des études. Mais c'est vrai que dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire des photos, à tirer moi-même mes photos, à dessiner, à tout. Bon. Et il m'est même arrivé, j'habitais à Montmartre, alors je peignais le Sacré-Cœur. Et un jour, il y a un vieux bonhomme qui est venu, qui m'a dit « Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Tu as pris un papier trop grand. » Et puis, il m'a dessiné, mais j'ai dit « Mais de quoi il se mêle ?» Et j'ai découvert que c'était Utrillo. Mais quelques années plus tard. Donc, peut-être que ça m'a influencé pour former mon corpus mental d'image. Hein. Voilà, donc, mais enfin bon, c'est pour plaisanter. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut quand même 4, 5, 6, 7 ans. Et on continue à se tromper. Et puis, je vous dis, moi, je vois surtout des bonnes femmes voluptueuses, là où les autres voient des guerriers mâles. Donc, chacun son corpus mental d'image. Hein. Donc, vous ne pensez pas qu'en plus du corpus mental d'image, il faut avoir aussi un corpus littéraire? Oui, mais évidemment. Mythologie, bien entendu, c'est évident. Si ce n'est qu'il faut faire très attention, et j'ai des collègues qui sont beaucoup plus versés que moi, qui essayent de coller des textes aux images, et ça c'est dangereux. Parce que quand vous avez une idée préconçue, que vous voulez absolument que ça marche, vous pouvez tordre un peu la réalité. Mais c'est très utile. De toute façon, je crois que ce qui est très important, c'est de ne pas mettre d'orgueil dans ce qu'on fait, d'accepter de se remettre toujours en question, de regarder, d'écouter les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient. Voilà. D'autres questions, remarques? Oui. Une question plus technique, l'alimentation de votre base de données. Oui. Comment est-ce que vous procédez en fait Alors, de façon très simple,
Vous pouvez copier le machin là, non, je ne sais pas où elle est passée, voilà, c'est celle-là, voilà. Vous pouvez copier ça, mais vous pouvez faire de façon un peu plus simple, on l'a fait tout à l'heure. Vous faites AOROC, vous notez, c'est-à-dire archéologie d'Orient et d'Occident. C'est bon, vous faites AOROC sur Google, vous mettez base de données. Si vous voulez, vous ajoutez décor antique, sinon vous tombez sur la base mosaïque de mes collègues, parce que c'est eux qui sont toujours en premier, et puis moi, on a du mal à me trouver. Bon. Ensuite, vous avez la page de présentation, vous cherchez en invité, vous mettez compte invité, login, pouf, et puis ça y est, vous avez la base, et vous l'interrogez. Alors, je vais essayer de vous montrer, donc, celle-là, vous avez, et vous avez, non, c'est pas ça. Vous avez tous les champs, donc vous pouvez poser la question. Vous voulez savoir ce qu'il y a à Paris? Bon, ben vous tapez Paris au nom du site. Vous voulez savoir... Alors, j'ai mis des descriptions exprès assez courtes. Donc, vous pouvez taper un mot, pan. Vous allez avoir tous les pans. Là, à mon avis, on a au moins 50. Ou Vénus, vous en aurez un peu moins, parce que je n'ai pas encore mis beaucoup de choses sur Pompéi, étant donné que j'ai fait tous les pays. Hein. Vous voulez une datation, vous cherchez datation, vous mettez 4e style pompéien, ou vous mettez 3e siècle après Jésus-Christ. Et puis, une fois que vous avez fait donc rechercher, vous faites exécuter la recherche, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour regarder. Et j'ai fait de façon à ce que ça puisse servir, c'est-à-dire que les photos sont à peu près 1 méga, hein, 150 dpi sur 15 cm. Vous pouvez la prendre, la mettre sur votre bureau et l'utiliser. C'est-à-dire que vous l'utilisez pour faire un PowerPoint, vous ne pouvez pas la publier parce que c'est pas assez, mais vous pouvez l'utiliser et avoir la gentillesse de dire que c'est tiré de cette base de données, ce que font mes collègues, et ma base est énormément utilisée à cause de ça. Et c'est une base qui va être alimentée ainsi au fur et à mesure par votre équipe? Alors, figurez-vous, j'ai réussi à avoir des sous de PSL, Paris Sciences Lettres, ce qui m'a permis de numériser 6000 photos l'an dernier, qui sont des diapositives, parce que moi je travaillais sur des diapos de format 6:6, je ne sais pas si vous savez, avec un appareil photo qui s'appelle Hasselblad. Si vous regardez le film Blow Up, vous avez le photographe professionnel qui utilise cet appareil-là, qui est un appareil qui est la Rolls-Royce des moyens formats. Donc j'ai des photos de très très grande qualité. Et je me suis promenée un peu partout dans l'Empire romain. Donc, 6000 photos, 2000 cette année, et j'ai eu un peu d'argent pour pouvoir préparer les clones. C'est des jeunes personnes qui ne connaissent pas assez, qui ont rempli les champs, et j'ai 7000 photos maintenant à compléter avant de pouvoir les mettre sur la base. Donc c'est une question de temps. Et après, ça peut être alimenté. D'ailleurs, dans la base, il y a déjà plein de photos que m'ont donné des collègues. Donc, bien entendu, il y a leur nom qui est indiqué. Et là aussi, vous pouvez mettre le nom de l'auteur de cliché. Et donc, c'est vraiment... Alors, je crois qu'il y a 24 champs pour interroger la base. Donc, vous voyez, vous avez de quoi faire selon vos préoccupations, selon vos besoins. Et donc, j'espère pouvoir arriver à terminer ce travail. Et je me suis bien amusée parce que finalement, pour faire plaisir à PSL qui voudrait que ce soit pluridisciplinaire, j'ai rajouté toutes les photos de façade en trompe-l'œil que j'avais photographiées partout, que ce soit au Portugal, soit en Grèce, en France, n'importe où. Et donc c'est très intéressant de voir ça. Et puis j'ai ajouté toutes les peintures néo-pompéiennes dont j'ai eu accès. Donc si vous voulez, vous avez plein de choses intéressantes que vous pouvez suivre. En revanche, j'ai pas mis les 3 graphes de Rubens ni Hamilton. J'ai pensé que c'était un peu trop. Voilà, ça c'était pour vous. Donc utilisez et surtout si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Hein. Mon mail c'est alix.barbet@ens comme école normale supérieure.fr. Donc vous me dites là il y a une erreur et on peut corriger sans problème. Voilà. Donc j'espère qu'elle va continuer à servir. Simplement pour l'instant on est sur un système FileMaker Pro 10 qui est un peu ancien. Et l'école normale sup n'a pas l'air d'avoir des sous pour se moderniser, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Il vaut mieux parce qu'en fait, vous migrez, vous risquez de perdre des informations. Par
par expérience, si vous voulez, dans un format assez récent, parfois vous perdez un petit peu, Voilà. vous êtes obligé de retrouver. Voilà. Donc de toute façon, pour l'instant, on en est là. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Je vois que... Non. Non. Bon, il ne me reste plus qu'à remercier Alix Barbet pour cette magnifique leçon de méthode, cet exercice de réflexion, je crois, sur le métier de chercheur et de chercheuse, qui fait que, quel que soit nos champs disciplinaires, on croit que nous avons tous pu tirer des réflexions et des perspectives de recherche nouvelles. Merci beaucoup, Alix Barbet. Merci.